droite, à votre gauche, nous avons la chance d'avoir ce matin Samuel Pisard, que tout le monde connaît, avocat, économiste, et puis aussi auteur d'un livre formidable. Je veux dire, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet quand il est paru. Ça fait seulement 30 ans, c'est ça, mais c'est en France, en 79. Donc, Samuel Pisard, mais aussi toute l'équipe responsable du livre. D'abord, Alexandre Boricki, qui est le président de l'association, Convoi numéro 6, et Antoine Mercier, qu'on entend plus souvent que l'on voit sur France Culture. Sa voix rythme les journaux, c'est surtout les journaux du matin. 12h30. 12h30, alors c'est tout à fait mon horaire. Donc, et puis à ma gauche, l'acteur Alexis Selam. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore vu Coco. Je fais partie des rares qui n'ont pas vu Coco, donc je ne l'ai pas vu dans ce film, mais il est intervenu dans bien d'autres films, notamment donc un film sur Sagan, et j'imagine encore beaucoup d'autres, qui nous racontera quelques itinéraires extraits de ces livres. Donc je voudrais juste vous expliquer comment la séance va se dérouler. Nous allons donner la parole très rapidement à Samuel Pisard, mais avant cela, Alexis, vous allez justement lire un tout petit extrait de cette introduction. Avec sa permission, naturellement. Donc, après l'intervention de Samuel Pisard, je demanderai à Alexandre Boricki et Antoine Mercier de nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche pour ces deux ouvrages qui sont importants. Moi, je veux dire un mot peut-être après sur la partie pédagogique. Et l'ensemble de la séance sera rythmé par des morceaux du deuxième ouvrage, donc Un train parmi tant d'autres, paru au Cherche Midi cette année et qui sera dédicacé à la fin de la séance, donc vers 13h. Donc, je donne tout de suite la parole à Alexis Selam, qui va nous dire un petit extrait de la préface écrite par Samuel Pisard. Quant à Alexandre Boricki, président de l'association des mémoires du convoi numéro 6, m'a remis ce livre, j'ai été frappé par la justesse et la sincérité de préface de Samuel Pisard, dont je tiens à vous livrer un extrait en préambule des témoignages que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui. Vous permettez. Nous, les derniers survivants ayant vécu cette catastrophe dans notre chair et notre âme, disparaissons désormais les uns après les autres. Après nous, l'histoire parlera au mieux avec la voix impersonnelle des chercheurs et des romanciers, au pire, avec celle des falsificateurs et des démagogues. Ce processus a déjà commencé. Il est urgent de compléter par tous les moyens les archives de l'enfer, tant qu'il est en encore temps. Je ne me rappelle ni quand, ni où j'ai prononcé ces paroles pour la première fois. C'était peut-être il y a 25 ans, dans la crypte de Yad Vashem à Jérusalem, à l'Holocaust Memorial Museum de Washington, ou au Mémorial de la Shoah à Paris. Mais de toute évidence, ces mots sont plus recevables encore aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Donc, je donne la parole à Samuel Pisard qui a publié en France Le sang de l'histoire en 1979. Bonjour. Merci. Vous venez de terminer avec ces mots. Je vais revenir à ces mots, mais je dois vous dire que quand j'ai reçu l'appel de M. Boricki, est-ce que le pronom hier soir, en arrivant de Rome, je ne savais pas très bien si on avait vraiment besoin de moi, mais ayant eu déjà un écho de la performance du président de l'Iran à la conférence de Genève, la conférence des Nations Unies, le jour même, je me suis dit que c'était mon devoir d'y être. En vérité, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ma préface, mais en essayant de mettre
idées en ordre. Ce matin, je me suis effectivement rendu compte, monsieur, que ces mots étaient justes. Et vous me pardonnerez parce que je ne sais pas si vous les avez déjà lus ou si vous allez les lire à partir de ce jour. Et donc vous me pardonnerez de me citer moi-même. Tous ces convois, ces trains plombés qui jour et nuit convergeaient des quatre coins de l'Europe, où diable nous amenait-il? Sans le moindre horaire, dévié constamment pour laisser passer un tortillard civil ou un transport militaire, immobile sous un soleil de plomb, comme dans un froid glacial, qui devinait qu'il contenait des cargaisons périssables? La vie normale se poursuivait à quelques mètres de ce wagon, tandis que derrière leur porte, toujours verrouillée, des milliers d'êtres humains entassés s'éteignaient dans un espoir absolu. Pauvre Locke, impuissant, ombre sans sépulture, ce martyr de la plus grande catastrophe jamais perpétrée par l'homme contre l'homme, interpelle encore et toujours ceux qui ont failli leur métier de l'homme, les totalitaires par folie, les démocrates par lâcheté. Nous, les derniers survivants, ayant vécu cette catastrophe dans notre chair et notre âme, disparaissons désormais les uns après les autres. Après nous, l'histoire parlera au mieux avec la voix impersonnelle des chercheurs, ou pire avec celle des falsificateurs. Ce processus a déjà commencé, pas seulement hier soir. En vérité, je ne me rappelle pas ni quand, ni où je prononçais ces paroles pour la première fois. C'était peut-être il y a 25 ans dans le script de Yad Vashem à Jérusalem, quand j'ai fait le discours de l'Homme à Shoah de cette année, ou au musée de l'Holocauste à Washington, ou devant ce mémorial même de la Shoah à Paris. Ayant moi-même vécu au plus jeune âge l'horreur de tous ces wagons à bestiaux, tous ces camps de concentration et des usines de la mort, commençant avec Auschwitz, en feuilletant cet homme extraordinaire, de témoignages que vous avez recueillis, je tremble à l'idée que si elle n'avait pas été sauvée par le juge de Chambon sur l'Union, la branche française de ma famille aurait pu se trouver parmi ce convoi numéro 6. Moi, j'étais ailleurs, 10, 11, 12 ans. Mais je tremble aussi au souvenir de wagons à bestiaux qui m'ont arraché, moi, avec les miens, à l'est de l'Europe. Naturellement, il est indécent d'établir une hiérarchie entre les degrés de barbarie déployés ici et là,
mais je ne peux pas m'empêcher de noter que je suis le seul, littéralement le seul, de ma famille et de mon école à avoir survécu dans notre convoi, un convoi pas vraiment comme les autres, qui s'est arrêté à Treblinka, d'abord pour décharger les femmes, les enfants et les vieillards, ensuite à Majdanek pour mettre les esclaves, moi-même compris, au travail jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de remarquer que là d'où je viens, les bourreaux n'ont pas laissé la moindre possibilité pour qu'un jour existe une association comme ici en France, une association pour la mémoire du convoi numéro 6, pas la moindre possibilité qu'un Serge Klarsfeld local puisse découvrir et sauvegarder les traces de leur nom, de leur histoire et de n'importe quelle preuve matérielle de leur passage sur cette terre. Notre mémoire est leur seul tombeau. En s'engageant à rassembler les témoignages des survivants, les familles et les amis des déportés ne mettent pas seulement en lumière les informations utiles aux historiens, ils entament une forme de psychothérapie en vue de soulager ceux qui ne guérissent pas de la culpabilité de ne pas avoir vécu les souffrances subies par les leurs. Puisse votre travail aider à ce que notre passé ne devienne pas le prologue de la catastrophe, des catastrophes à venir. Et là, je suis très brièvement au cœur de mon vrai propos pour aujourd'hui. Parce qu'il est évident qu'une nouvelle cabale de démagogie qui présente l'Holocauste comme un mythe sont de nouveau à l'œuvre, avec l'objectif, il l'a dit très clairement et plusieurs fois, de nous rayer de la carte du monde. Le premier parmi eux, c'est un Hitler moderne, Mahmoud Ahmadinejad, qui n'a pas hésité hier soir, à la veille de cette commémoration universelle de Yom HaShoah, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de Juifs en Europe, sous les auspices des Nations Unies, la veille d'une conférence à Genève convoquée pour éradiquer le racisme et l'intolérance et à promouvoir les droits de l'homme, d'appeler à la haine, à la violence, et il faut le dire, à la possibilité que Dieu nous garde
dans notre Holocauste. Voilà l'état de la condition humaine comme elle apparaît à mes yeux aujourd'hui. Yom HaShoah 2009. Et voilà l'immense défi devant notre peuple et de l'humanité tout entière de se mobiliser pour faire face à ce danger qui se joue apparemment, encore une fois, devant un monde plutôt indifférent. Je suppose que c'est de tout ça que nous allons parler ce matin, tandis que je les écoutais de mes oreilles quelques instants, on lit le nom de ceux que vous avez perdus, que nous avons perdus dans cette catastrophe. Merci. Pour commencer, j'ai choisi le touchant poème de Lazare, le fils de Sarah Starosta. Maman, depuis le jour où j'ai appris que tu avais été arrêtée, et comme des milliers d'autres femmes envoyées dans un camp de déportés, j'ai espéré que tu en reviendrais, de toute la force de mon âme. Ne sachant plus rien de toi, j'ai lutté contre le doute et combattu l'angoisse qui parfois m'étreignait. À la pensée que la mort pouvait se trouver sur ta route et que tu serais une de celles qu'au hasard elle est désignée, mes espoirs, en s'effondrant, ont dû céder le pas à la raison.